Abraham Lincoln, l'homme qui est sorti de l'ombre pour devenir le 16e président des États-Unis et sans doute le plus célèbre. La plupart des historiens considèrent Lincoln comme le plus grand président américain. Mais suite à son assassinat, la légende qui s'est créée autour de lui a occulté sa véritable personnalité. Une analyse historique, psychologique et médicale permet de lever le voile sur ce personnage et de comprendre l'impact que sa jeunesse a eu sur sa carrière. Nous ouvrons le dossier secret sur Abraham Lincoln. Cinq mois après sa réélection à la tête du pays, Abraham Lincoln se rend au théâtre pour y voir une comédie. Nous sommes le 14 avril 1865, le jour du Vendredi Saint. Deux heures après le début de la pièce, John Wilkes Booth se glisse dans la loge présidentielle et tire une balle dans la tête de Lincoln. Lincoln meurt le lendemain matin. Il devient le premier président américain assassiné. Harold Holzer est un passionné de Lincoln. Le dimanche de Pâques, dans toutes les églises, on entend des sermons qui comparent Lincoln à Jésus. On dit qu'il est mort pour expier les péchés de la nation. Ça a un écho dans tout le pays et il est élevé au rang de mythe, de saint laïque. L'effet est immédiat. Dans la ville de Washington s'élève le mémorial de Lincoln. Un immense édifice fait de marbre, de granit et de calcaire, érigé en l'honneur de ce héros de la nation. Il est l'homme qui a affranchi les esclaves noirs américains. Et en remportant la guerre de sécession, il a empêché les États-Unis de se diviser. Depuis son assassinat, Lincoln est admiré par les foules. Mais aujourd'hui, l'histoire de cet homme est éclipsée par l'aura qui entoure son personnage. James McPherson est l'un des plus grands spécialistes de Lincoln. Du fait qu'il a été assassiné à une période victorieuse pour lui, on a mis de côté toutes les critiques le concernant. On a oublié les échecs et les frustrations de la guerre. On n'a gardé que l'image du martyr. On commence à idéaliser sa vie et à gommer le caractère complexe de sa personnalité et de ses motivations. Cependant, des recherches récentes nous donnent une image plus précise de ce grand dirigeant politique. Elles révèlent un homme souvent impitoyable, animé d'une volonté de réussir dans la tradition du rêve américain. Quelqu'un dont l'action politique plonge ses racines dans une enfance pauvre. Lincoln voit le jour à Sinking Spring Farm, une ferme dans le Kentucky. Il est né dans une cabane en rondin. C'était une famille de petits paysans qui vivaient de ce qu'ils produisaient. Son éducation est rudimentaire et son instruction très limitée. Il était toujours un peu gêné par son manque d'instruction. Un jour où Lincoln se rend à un congrès, on lui donne un questionnaire à remplir pour en savoir plus sur son parcours. Et dans la case instruction, il écrit « insuffisante ». C'était une boutade, mais elle laisse transparaître son regret d'avoir été si peu à l'école. Mais plus tard, au cours de ses campagnes politiques, il fait de cette enfance défavorisée un avantage considérable. Il disait « Je suis Abraham Lincoln, un homme d'origine modeste. Mon programme est court et simple comme une danse populaire. » C'était très habile. Mais la réalité est plus complexe.
Parmi les gens qui ont accompli ce qu'il a accompli, parmi ceux qui sont partis de rien comme lui, on ne peut pas trouver de personne plus modeste en apparence qu'Abraham Lincoln. Il avait le don de se moquer de lui-même. Cela lui permettait de dissimuler un esprit complexe et brillant. Il s'était créé une image d'homme rustique que les gens pouvaient aimer et respecter. Il arrivait à faire oublier l'ambition qui se cachait derrière tout ça. Le secret de la réussite de Lincoln, c'est la volonté. Et selon les historiens, il la puise dans ses origines modestes, celles-là même dont il se sert pour cacher son ambition. Très jeune, il voulait déjà réussir mieux que son père. Ce dernier était satisfait de la vie qu'il menait. Mais ça ne convenait pas du tout à Lincoln. Il voulait partir. Il voulait progresser socialement. L'historien Michael Burlingham s'est penché sur la jeunesse d'Abraham Lincoln. Je pense que ce qui a donné naissance à son ambition, c'est un sentiment d'infériorité. Lincoln avait conscience de n'être qu'un paysan. Il ne voulait pas devenir un fermier. Il ne voulait pas être charpentier et vivre en milieu rural comme son père. Sa première ambition a été de quitter ce milieu. Lincoln se sert de sa vivacité d'esprit et de son humour pour caricaturer ses opposants, provoquant l'hilarité chez les uns et l'embarras chez les autres. Il y avait une certaine forme d'arrogance dans les articles faussement anonymes qu'il a écrits au cours des années 30 et 40. Il y faisait la satire de ses opposants politiques. Ces méthodes se révèlent peut-être très efficaces dans un État tel que l'Illinois, mais elles ne sont pas acceptables pour un président. À un moment de sa vie, Lincoln amorce un virage. Les historiens attribuent en grande partie son changement de comportement à un événement précis. Un jour, un opposant politique qu'il a insulté le provoque en duel. En 1842, James Shields est victime d'une remarque désobligeante de Lincoln. Il demande à défendre son honneur au cours d'un combat. Lincoln et son adversaire se sont retrouvés sur un terrain en dehors de l'Illinois. Le choix des armes revenait à Lincoln. Le député qui l'avait défié était bien plus petit que lui. Lincoln a donc demandé que le duel se fasse avec des épées et qu'il ait lieu dans un espace limité, duquel il serait interdit de sortir et qui serait séparé en deux par une ligne à ne pas franchir. Ça permettait à Lincoln de rester tranquillement de son côté et de mettre son adversaire en pièces, tandis que celui-ci s'agitait sans pouvoir l'atteindre. Shields a donc peu de chances de sortir victorieux. Mais au dernier moment, quelqu'un parvient à les dissuader et Lincoln ne présente ses excuses. Cet incident marque le début d'une période de développement personnel qui aboutit à son retrait temporaire de la vie politique à l'âge de 40 ans. À cette époque, on a l'impression qu'il ne s'est pas passé grand-chose dans sa vie. Mais en réalité, durant toute cette période, la personnalité de Lincoln a énormément évolué. C'est devenu un homme avec une grande conscience politique. Les raisons de son retour dans la vie publique démontrent une fois encore à quel point ses origines influencent ses opinions personnelles et politiques. Il revient suite à la loi Kansas-Nebraska. En 1854, le Congrès américain adopte une loi qui reconnaît les territoires du Kansas et du Nebraska et qui permet à ceux qui veulent s'y installer d'avoir des esclaves. La loi est controversée, car ces territoires étaient censés bannir l'esclavage.
Lincoln se sent obligé de revenir en politique. Le discours qu'il prononce pour s'opposer à cette loi prouve le chemin intellectuel qu'il a parcouru depuis le fameux duel 10 ans auparavant. Nous sommes dans la Chambre des représentants de l'ancien Capitole de Springfield. En juin 1858, Lincoln a prononcé un discours très célèbre ici même, à la tribune qui se trouve juste derrière. Le discours débutait de cette façon. Une maison divisée ne peut tenir debout. Ce gouvernement ne peut rester éternellement à demi esclave et à demi libre. Je ne demande pas que l'Union soit dissoute. Je ne veux pas que la maison s'effondre. Mais je demande que le pays cesse d'être divisé. L'éloquence et la force de caractère dont il fait preuve dans ses interventions en public l'aident à élever sa carrière au niveau national. Grâce à ce discours, Lincoln s'est affirmé comme un porte-parole de la cause anti-esclavagiste. Il est devenu une figure importante. Ça l'a aidé à devenir président. Ce discours lance Lincoln dans la course à la présidence et marque un net changement dans ses ambitions personnelles. Il ne recherche plus seulement la renommée et les applaudissements. Il veut aussi mener une action pour aider à soulager la souffrance des esclaves et rétablir l'honneur du pays. Michael Burlingame pense avoir découvert ce qui a nourri la position anti-esclavagiste de Lincoln. Dans ses discours, il ne met pas en avant les arguments traditionnels des abolitionnistes. Il insiste encore et toujours sur le fait qu'il est scandaleux que des gens se tuent à la tâche toute la journée et que ce soit quelqu'un d'autre qui en tire profit. Une fois de plus, l'action de Lincoln semble influencée par l'expérience de ses jeunes années. Je pense que c'est lié à la façon dont son père le traitait. Quand il était adolescent, son père le louait à des voisins pour qu'ils déterrent des souches, coupent des arbres ou accomplissent d'autres corvées harassantes. Pour ça, il touchait environ 25 cents par jour. À l'époque, la loi stipulait que les revenus d'une personne de moins de 21 ans appartenaient à son père. Lincoln ramenait sa paye et la donnait à son père. Je pense qu'il a mal vécu le fait qu'on le retire de l'école et qu'on l'oblige à travailler pour d'autres. Inconsciemment, il s'est identifié aux esclaves et il a associé son père à un esclavagiste. Sa prise de position contre l'esclavage est aussi liée au fait qu'il est parvenu à s'extraire d'un milieu modeste. Lincoln a dit à plusieurs reprises que l'esclavage était une anomalie dans un pays qui pensait que tous les hommes avaient le droit de progresser socialement. Car les esclaves étaient condamnés à rester dans la même condition toute leur vie. Ils n'avaient aucun espoir de progresser. Toute sa vie, il gardera cette conviction qu'il s'est forgée pendant sa jeunesse. Sa campagne d'opposition à l'esclavage le place au centre de la politique nationale. Le 6 novembre 1860, Lincoln devient le 16e président américain. Son électorat vient exclusivement des États abolitionnistes du Nord. Dans de nombreux États esclavagistes du Sud, il n'y a même pas de bulletin de vote à son nom. Cette division mène le pays à la guerre de sécession. Grâce aux décisions qu'il prend durant ces 5 années de guerre, Lincoln sera considéré comme le plus grand président américain. Mais pour cela, il lui aura fallu faire preuve d'une force et d'une détermination sans faille. Une étude de son comportement durant la présidence a révélé qu'il affichait une maîtrise de soi étonnante. Et pourtant, il a traversé des épreuves bien plus difficiles que les gens ne le pensent. En 1862, son fils William meurt de la typhoïde.
Willie, le troisième fils, est mort pendant la guerre de sécession. Ça a été particulièrement douloureux pour les époux Lincoln, car c'était le fils préféré, celui qui ressemblait le plus à son père. Ça a été un coup terrible pour les parents. C'était un homme mélancolique. Durant sa jeunesse, il a souffert de dépression. Il a aussi connu des épisodes dépressifs lorsqu'il était président des États-Unis. Il est difficile de lutter contre une telle maladie. Certains éléments semblent même indiquer que Lincoln a aggravé son état au début de son mandat. Il prend ce qu'on appelle du Blue Mass, un médicament censé atténuer sa dépression. On pense que cela affectait sa personnalité et son humeur. Ça le rendait sans doute plus irritable. Selon Norbert Hirshhorn, cette irritabilité était le signe d'un problème plus grave. Une chose me paraît très claire en tant que médecin. Si un patient me dit qu'il prend du Blue Mass et que ses amis ou ses proches viennent me confier qu'il a des sautes d'humeur, qu'il est irascible et qu'il tremble lorsqu'il est soumis au stress, je penserai sans doute à un empoisonnement au mercure. La prise de mercure à haute dose peut avoir des effets secondaires graves. Norbert Hirshhorn est très clair à ce propos. Même s'il prenait des doses raisonnables de médicaments, il avalait une grande quantité de mercure. Il ingérait plusieurs milliers de fois la dose tolérée aujourd'hui par les autorités sanitaires. Après son élection, Lincoln commence à s'empoisonner lentement. Mais au bout de 5 mois, il prend conscience des effets secondaires et arrête le traitement. Ce qu'on retient de la présidence de Lincoln, ce n'est pas qu'il était affaibli psychologiquement par son état dépressif. Ce qui est frappant, c'est la force dont il a fait preuve durant toute cette période. Tout au long de sa vie, Lincoln a su analyser, apprendre, s'adapter et évoluer. C'est cette capacité qui a fait sa grandeur. Mais c'est aussi ce qui a causé sa perte. Au début de sa carrière politique, Lincoln se prononce contre l'égalité raciale. Il ne connaît pas de gens de couleur quand il est à Springfield. À l'époque, il déclare « Les Noirs devraient-ils faire partie d'un jury ? Non. Devraient-ils voter ? Non. Devraient-ils avoir le droit de se marier avec des Blancs ? Non. » Mais une fois élu président, sa vision de la communauté noire évolue. Il est essentiel pour lui d'opérer un changement. À plusieurs reprises, il reçoit Frédéric Douglass à la Maison-Blanche. Ensemble, ils travaillent à l'émancipation des Noirs. Frédéric Douglass est un militant de la cause noire et un ancien esclave. Il accueille Douglass à la Maison-Blanche en 1865, juste après son discours d'investiture. Il lui demande ce qu'il a pensé du discours. Il lui dit que son opinion compte plus que celle de n'importe qui, et tout ça devant une foule composée exclusivement de Blancs. D'un point de vue culturel, c'est un des temps forts de la vie de Lincoln. S'il y a un moment où il fait comprendre qu'il croit à l'égalité, c'est bien celui-là. La guerre de sécession y est pour beaucoup dans ce changement. La contribution des soldats noirs à la victoire de l'Union est un facteur important. Ces gens s'étaient battus pour leur pays et de ce fait, ils avaient gagné leur statut de citoyen. On ne pouvait pas leur demander de se battre et de risquer leur vie pour ensuite leur dire qu'ils n'avaient pas le droit à la citoyenneté. Je crois que c'est ce que pensait Lincoln dès 1865. C'est son engagement en faveur du droit de vote pour les Noirs qui lui sera fatal. Une fois de plus, son refus de l'injustice telle qu'il l'a connue dans son enfance se traduit dans sa politique. Dans le dernier discours qu'il a fait, 3 jours avant d'être assassiné, il s'est prononcé en faveur de certains droits politiques pour les esclaves affranchis. Mais c'est une prise de position dangereuse.
Le 11 avril 1865, il y avait dans l'auditoire un homme qui a bien compris l'importance de ce discours. C'était un jeune acteur dénommé John Wilkes Booth. En entendant Lincoln approuver le droit de vote pour les Noirs, il s'est retourné vers ses amis et a dit « Ça signifie la citoyenneté pour les Noirs ». C'était son dernier discours. « Dieu m'est témoin, je le tuerai ». Et 3 jours plus tard, il a abattu Lincoln. Lincoln accède au statut de martyr, mais cette enquête nous permet d'entrevoir une autre facette de ce personnage sanctifié par l'histoire. Il avait une personnalité relativement complexe, mais il n'en est que plus intéressant et plus estimable, car ça le rend plus humain. On le voit comme un homme, et non plus comme cette figure imposante qui nous regarde du haut de son mémorial à Washington. On se souvient de Lincoln comme du héros de l'Union et de celui qui a affranchi les esclaves. Mais l'homme avec ses faiblesses est plus intéressant que la figure mythique. Et pour certains, il reste le plus grand personnage américain de tous les temps.